Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on va s'intéresser d'un peu plus près aux moniteurs externes. On va directement regarder comment les utiliser et surtout comment choisir celui-ci. C'est parti! Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, on va regarder point par point quels sont les éléments à regarder pour un moniteur externe et surtout comment les utiliser. C'est important de mentionner que tout ce qui sera cité aujourd'hui ne concernera que des moniteurs externes dont le prix ne dépassera pas les 500 €. Alors pour m'accompagner dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai avec moi mon moniteur externe Atomos Shinobi. Ça fait déjà un petit temps que je détiens celui-ci. Il prend en charge un affichage 4K DCI jusqu'à 30 images par seconde et c'est déjà la première question à se poser, est-ce que je me dirige vers un moniteur externe qui prend en charge l'affichage 4K ou alors qui se limite à de la Full HD? Un détail intéressant pour la simple et bonne raison que si vous comptez utiliser ce moniteur externe uniquement dans une utilisation sans fil, en l'occurrence avec un retransmetteur type Holyland Mars 400S par exemple, c'est-à-dire un retransmetteur accessible d'un point de vue budget qui ne va pas dépasser les 1000 €, c'est une retransmission sans fil qui est limitée à de la Full HD. Donc c'est un détail intéressant, savoir vers quel type de moniteur voulez vous diriger, 4K ou alors Full HD. Pensez justement à l'utilisation que vous comptez tout le temps en faire. Si c'est uniquement pour du sans fil, peut-être vous en tout cas vous dirigez vers un modèle Full HD et pas forcément vers un modèle qui prendra en charge de la 4K. Deuxième point que nous allons maintenant aborder sera la prise en charge du signal. En l'occurrence ici, celui-ci se fait via une connectique HDMI et là de nouveau, suivant la caméra que vous allez utiliser, à vous de voir si vous avez besoin d'un moniteur externe qui prendra en charge soit de l'HDMI ou du SDI, voire les deux. En l'occurrence sur l'Atomos Shinobi, il existe dans les deux versions, en HDMI et en SDI. Ensuite, on va avoir la gestion du signal et plus particulièrement pour la latence. En l'occurrence pour le Shinobi, je n'ai noté aucune latence. Contrairement au Ninja 5 de chez Atomos, qui lui, en plus d'être un moniteur, est un enregistreur externe, je l'utilise d'ailleurs à l'instant même pour cette vidéo, eh bien, il y a un certain temps de latence, très minime, mais il est visible. Et pour terminer par rapport à ces éléments, ça sera aussi le fait que, contrairement justement au Ninja 5, l'Atomos Shinobi a une seule entrée HDMI et n'a pas de sortie. Alors, c'est vrai que ça peut être intéressant parce que souvent, vous allez pouvoir en tout cas récupérer le signal qui est entré justement sur votre moniteur externe pour le renvoyer quelque part. En l'occurrence, ben voilà, vous pourriez très bien en avoir besoin juste ici et le renvoyer directement à quelqu'un d'autre via un retransmetteur sans fil, ce qui est ultra utile. Ici, ben, je ne sais pas le faire, j'ai qu'une seule entrée HDMI, je n'ai pas une sortie, justement, je ne dispose pas d'une deuxième sortie. Donc ça, par exemple, c'est un petit bémol qui est présent sur l'Atomos Shinobi et qui est par contre présent sur l'Atomos Ninja 5. Je n'ai qu'une seule entrée, je n'ai pas de sortie HDMI. Place maintenant au troisième point, avec entre autres la compatibilité sur toutes les caméras du marché. Alors par contre ici, je ne pouvais pas choisir plus mauvais exemple que le setup que j'ai ici, c'est-à-dire que j'ai l'Atomos Shinobi qui est directement branché à la Blackmagic Pocket originale. C'est le plus mauvais combo qu'on peut avoir dans le sens où Atomos et Blackmagic ne sont pas forcément les meilleurs copains du monde. Donc pour l'exemple que je vais vous expliquer ici, ben, ça ne sera pas vraiment pertinent. Mais en l'occurrence, on va regarder que ici, si je rentre dans les menus de mon Atomos Shinobi, je peux directement avoir l'affichage donc du log. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai l'affichage du F-log, j'ai l'affichage du N-log. On va retrouver le Sony. Et alors sur le Sony, ben, je sais directement changer pour avoir le S-log, le S-log 2, le S-log 3. On peut directement avoir le C-log, on va avoir le V-log, le Harilog, JVC et ainsi de suite. On a du RAID, on a directement tout qui est présent au niveau des logs et c'est ça qui est génial, c'est qu'on a une compatibilité avec énormément de marques de présence sur le terrain, en l'occurrence sauf la Blackmagic, mais comme je l'ai dit, ils sont pas vraiment copains. Mais voilà, c'est un élément à prendre en compte, c'est que évidemment l'avantage d'un moniteur externe est de pouvoir justement vous redonner une meilleure vue d'ensemble sur votre image et avec entre autres la prise en charge de votre log. Alors celui-ci va aller un peu plus loin, mais je vais désactiver ici sur le moniteur parce que sinon ça ne sera pas pertinent vu que je suis avec la Blackmagic Pocket et on va directement retrouver l'affichage des LUT. En l'occurrence, vous voyez comme ici, j'ai le LUT d'activer qui est donc le naturel Rec 709 qui est à la base dédié pour la Pocket 4K mais qui fonctionne très bien aussi sur la cinéma originale. Donc si je repasse en natif, comme vous voyez ici, j'ai directement un affichage qui est beaucoup plus flat et si je reviens directement sur le LUT sélectionné, là j'ai directement mon affichage
qui est correcte par rapport à un espace Rec 709. Alors, si on prend justement un modèle comme celui-ci ici, on sait dans la rubrique lutte intégrer d'autres luttes. Donc comme vous voyez ici, j'ai choisi un autre modèle. Voilà, je suis en train de switcher de lutte en lutte. On sait en intégrer jusque 8 et l'intégration de ceux-ci se font directement via une carte SD. Bien aussi regarder par rapport à votre moniteur externe l'intégration et la gestion des luttes, le nombre de luttes que vous savez intégrer et comment ceux-ci s'intègrent dans le système. Et alors, un des petits plus ici sur l'Atomos Shinobi, c'est qu'on sait aussi faire un système de comparaison. Voilà, donc on va le mettre sur un qui est beaucoup plus prononcé, comme ça vous saurez mieux le voir. Voilà, donc ici on a la partie gauche qui est native et on a la partie droite qui est directement avec le lutte d'appliquer. Donc ça de nouveau c'est un élément qui est intéressant. Alors je vais enlever le compare et je vais revenir sur le normal. Alors ce qui est aussi bien fait, c'est que si je vais dans moniteur, alors évidemment ici c'est grisé parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas la gestion avec la Blackmagic, mais on va avoir le HLG, le PQ et alors on a du Rec 709 qui peut être automatiquement généré par Atomos, qui ne sera pas forcément le plus pertinent possible parce que ce sera un modèle générique, mais quand bien même, si vous utilisez une caméra qui aura un profil plat et dont vous n'avez pas par exemple de lutte intégrée, que vous n'avez pas justement télécharger un LUT à l'intérieur de celui-ci pour avoir un espace Rec 709, et bien celui-ci peut en générer un automatiquement. Donc c'est assez bien fait, donc je reviens, voilà, affichage natif et on a directement l'affichage au niveau des LUT. On va maintenant s'attaquer au corps même de l'utilisation d'un moniteur externe, c'est-à-dire tous les outils qui vont nous aider à mieux exposer et à mieux comprendre notre image. On va directement commencer avec les différentes parades qui vont être mises à disposition, en l'occurrence sur ce modèle Atomos Shinobi. On va retrouver directement une parade de luminance, donc évidemment vous savez diminuer le format de celle-ci, voilà, on sait directement la mettre en beaucoup plus grand. Donc en fait ici celle-ci se compose d'une échelle d'IRE, 0 étant un noir absolu et 100 étant un blanc absolu. Donc si je veux ici augmenter la lumière de ma source de lumière sur le mannequin, voilà, on est en train de voir que on a la parade qui est en train d'augmenter et inversement, si je diminue ma source de lumière, on voit que celle-ci est en train de s'éteindre pour avoir quelque chose de complètement sous-exposé. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant car ça permet évidemment de bien exposer votre log, d'avoir de quelque chose sur lequel vous allez avoir une amplitude au niveau du travail, au niveau de la post-production. Donc ça c'est un élément qui est vraiment utile. Ça permet vraiment de savoir à partir de quel moment on va avoir votre image de surexposée et surtout de voir exactement si les points qui vont être surexposés et si vous ne savez pas les contrôler, si c'est vraiment important ou pas. Toujours dans ce système de parade, on va avoir exactement la même chose ici, mais sur le rouge, le vert et le bleu. On a le rouge ici, on a le vert ici et on a le bleu ici. Alors, de nouveau, ici, c'est assez intéressant parce qu'on sait directement voir si on a une balance des blancs qui est plus ou moins correcte, justement par l'équilibre qu'on va retrouver entre le rouge, le vert et le bleu. Si je viens à changer justement ma balance des blancs, je vais directement aller dans les settings ici de la Blackmagic, je descends, voilà, et on va directement commencer à changer, et on est en train de voir que le signal change. On a directement ici le rouge qui descend, le rouge qui monte pardon, et le bleu qui descend. J'ai mis ici ma balance de blanc à 2500 degrés Kelvin avec une source qui est réglée sur 5500 degrés Kelvin et on sait directement voir ici au niveau de la parade que j'ai directement les bleus qui sont présents. D'ailleurs si je le retire on le voit ici au niveau de l'image. Donc ça de nouveau c'est intéressant parce que ça permet directement de vérifier si on a un bon équilibre dans l'image au niveau de la balance des blancs. On va regarder maintenant une troisième parade qui est en fait un mix des deux précédentes. On voit ici que de nouveau on a la gestion des différents signaux. Donc si je rebascule sur 2500 degrés Kelvin, eh bien on voit directement ici une montée au niveau des bleus, alors que si je rebascule sur une bonne balance, voilà, tac, on retrouve un signal beaucoup plus uniforme.
On va maintenant regarder le scope qui prend en charge les niveaux de couleur, niveau de saturation. On voit ici qu'on a le rouge, on voit ici qu'on a le vert, on voit ici qu'on a le bleu. Alors c'est intéressant parce que par exemple quand vous allez utiliser des néons RGB qui vont par exemple être de mauvaise qualité, c'est pas parce que vos yeux voient que ceux-ci sont d'un bleu profond que votre capteur le prendra en charge et il pourra très bien tirer vers un autre type de coloris. Ce n'est pas parce que vous voyez cette couleur que le capteur va le prendre en charge. Donc ça c'est un des scopes qui est intéressant à utiliser lors de la prise en charge de néons de couleur, en tout cas en ce qui me concerne, c'est dans ce genre de situation que je vais vouloir utiliser ce scope et on peut très bien directement zoomer dedans, voici. Alors un élément qui aurait été intéressant, bien que la gestion peut des fois être difficile ou en tout cas fastidieuse à mettre en place, c'est tout simplement d'avoir un repère au niveau des skin tones comme on va retrouver dans beaucoup de logiciels de montage. Quand on est sur la partie étalonnage, le scope affiche directement la ligne qui va nous permettre en tout cas d'avoir le point de repère par rapport au skin tone, par rapport aux teintes de peau. Et c'est vrai que ça aurait été un élément intéressant de l'avoir juste ici. Ça n'y est pas, tant pis. Donc là, on retrouve le zoom. Ici, on va retrouver un affichage qui reprend l'équivalence, en tout cas de votre histogramme, qu'on retrouve dans énormément de boîtiers, comme on peut avoir directement ici dans le XT3. On a l'histogramme qui est juste là. Alors ici, on va avoir toujours l'histogramme, mais avec justement le rouge, le vert et le bleu. Et ici, on a l'affichage multiple, donc sur lequel je sais directement changer mon type de parade. Même chose ici. Et alors là, le zoom. Donc, on a directement différents affichages qui sont présents. Donc ça, de nouveau, c'est si on va avoir un contrôle complet. Pour résumer, en ce qui me concerne par rapport à toutes ces parades-là, moi, ma priorité restera surtout celle-ci, donc celle qui me permet vraiment de voir où se situe entre guillemets mon log et comment éventuellement je peux compenser certains points de lumière par rapport à un habillage d'un set complet. Ici, on le voit bien au niveau de la parade qu'on a directement le buste qui est représenté ici. Et d'ailleurs, si je passe ma main devant, on sait voir directement ici, donc que ma main s'active dans la parade et si je passe devant, on la retrouve. Voilà. Donc la parade interagit complètement évidemment avec ce qui se trouve en face. Donc c'est vraiment, pour moi, ça c'est celle que j'utilise le plus. On enchaîne maintenant avec un autre outil qui est essentiel pour moi. Vous le savez, j'ai déjà cité dans énormément de vidéos, je ne travaille qu'en manuel. Une des raisons est le fait que je n'ai principalement que des objectifs mécaniques et donc je vais vraiment avoir besoin d'outils qui vont me permettre de contrôler ma mise au point. Alors ici, on retrouve directement le focus picking. Alors c'est un type de focus picking qu'on va retrouver dans énormément de boîtiers à l'heure actuelle, que ce soit chez Fuji, chez Panasonic, chez Sony. On retrouve le focus picking standard. Alors, comme vous pouvez le voir ici, juste au niveau de l'affichage, on a un tour jaunâtre qui est directement présent sur les lignes qui sont au point, sur les contours qui sont nets. Alors, c'est vrai que là, avec le buste qui est multicolore, on ne sait pas forcément le voir à 100%. Donc maintenant, on va regarder comment il est important de sélectionner un moniteur externe qui prend en charge différentes sortes de focus picking qui seront justement un plus par rapport à votre boîtier. Donc je vais directement aller ici au niveau du focus picking. Donc déjà, on va regarder un simple élément qui seront les différentes couleurs. Alors c'est vrai que dans des vidéos classiques d'explication, donc de setup par rapport au boîtier, où justement il y a d'éventuels choix de couleurs au niveau du focus picking, vous avez des personnes qui vous disent « moi je préfère telle ou telle couleur, etc. » C'est pas que vous devez avoir une préférence au niveau de la couleur, c'est que vous devez sélectionner une couleur qui sera contrastée par rapport justement au set. En l'occurrence ici, si je regarde sur mon buste, si je sélectionne du blanc, eh bien ça sera bien moins pertinent que le jaune. Je ne le verrai quasiment pas. Si je sélectionne du rose, c'est comme s'il y avait strictement rien. Donc je reviens directement ici sur le jaune parce que c'est une des couleurs qui sera la plus pertinente pour moi justement avoir le meilleur retour visuel sur mon buste, sur ma mise au point. Alors vous savez aussi régler la sensibilité du focus picking. Ici il est au plus faible. Alors vous allez voir que si j'appuie ici, voilà, on voit tout de suite quelque chose qui ressort beaucoup plus et on va avoir 3 niveaux. Alors c'est bien sans être bien, c'est-à-dire que c'est à utiliser avec modération au niveau de la sensibilité pour la simple et bonne raison que quelquefois si par exemple vous êtes sur un plan un tout petit peu plus large, et ça on y reviendra juste après de toute façon,
eh bien vous allez des fois pouvoir vous tromper, tout simplement parce que comme la sensibilité sera beaucoup plus élargie, eh bien vous allez croire que certains éléments sont au point alors que non, on ne sera pas sur des éléments nets. Donc avoir ces différents niveaux de sensibilité, eh bien ça c'est intéressant. Après on va avoir d'autres outils, en l'occurrence ici ça va être de retirer directement les couleurs. Donc là je suis sur une version noir et blanc, ce qui me permet d'avoir quelque chose de moins distrayant et de nouveau de vérifier en tout cas si j'ai quelque chose de net. On continue et ça c'est quelque chose qui est génial et par contre qui a priori n'existe pas sur d'autres moniteurs, c'est que celui-ci, et je reviens là, celui-ci, l'Atomos Shinobi, nous enlève en fait tout ce qui existe dans l'image, sauf le relief directement de ce qui est net. Donc on le voit ici, hein, si je fais sauter ma mise au point beaucoup plus loin, on voit que tout mon buste disparaît et inversement, voilà, tac, je le fais complètement disparaître ici au niveau de mon image. Donc ça c'est un des éléments qui est vraiment génial sur l'Atomos Shinobi. C'est justement ce système de mise au point, pardon, je reviens, voilà, c'est justement ce système de mise au point où on va avoir une gestion au niveau de cet affichage qui honnêtement, depuis que je l'utilise, je ne loupe plus jamais une mise au point manuelle. Ça, c'est vraiment super bien fait chez Atomos. C'est un gros plus. J'adore ce système de focus picking. De nouveau, vous allez pouvoir changer les coloris. Voyez ce que je disais, hein, suivant le coloris sélectionné par rapport à l'image, on peut en tout cas avoir un contraste différent. Alors, on va regarder comment aller encore un peu plus loin, justement avec le focus picking. Et on va directement régler celui-ci correctement. Mais si j'ai envie d'aller un peu plus loin, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser directement la loupe. On va directement le changer. On va le mettre, par exemple, en noir et blanc pour avoir quelque chose d'un peu plus simple, vu que le buste est assez coloré. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire directement un x2. Et là, je sais de nouveau revérifier si ce que je sélectionne est directement bien net au niveau justement du focus picking. On peut même aller jusque du x4. Alors, l'affichage vous semblera évidemment un peu plus soft, tout simplement parce qu'on zoome et on rezoome dans l'image. Mais la combinaison des deux, et vous voyez si je désélectionne tout, fait que justement on sait directement revérifier si toute la zone est nette. Alors je reviens sur la situation du plan large, voire très large, et c'est là où la loupe s'avère vraiment utile, pour la simple et bonne raison que quand vous avez un plan vraiment très large, eh bien quelquefois tout peut vous sembler net dès le début, ce qui n'est pas forcément le cas quand on regarde par après sur votre moniteur. Et c'est là qui va être intéressant, c'est ces outils de loupe, parce que justement vous allez pouvoir zoomer dans l'image, et vous allez directement pouvoir revérifier si tout est correctement au point, si tout est directement net. Vous voyez, ici je fais ressortir, voilà, quelques éléments, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais maintenant ça ressort plus. Et ce qui fait que si je désélectionne tout, là j'ai vraiment une mise au point qui est parfaite, j'ai mon sujet qui est directement net, je suis nickel. Donc la combinaison en tout cas de ce système de relief, le focus picking avec ces systèmes de loupe va vous permettre de contrôler votre mise au point parfaitement. Et ce système d'avoir ces différents niveaux, donc c'est-à-dire l'image normale, on va retrouver l'image en noir et blanc ou comme le système ici où c'est directement noir et uniquement le relief va s'afficher, est super bien fait. Alors, on va maintenant passer à l'outil des zébras. Donc, c'est un outil qu'on retrouve dans énormément de boîtiers à l'heure actuelle, Sony, Panasonic, Fuji, peu importe. Celui-ci nous permet directement de contrôler l'exposition de notre image avec, entre autres, l'indication via un système de zébrure sur les éléments qui pourraient être éventuellement surexposés. Alors, ici, on sait directement régler le niveau, donc c'est-à-dire qu'au plus faible, vous allez mettre celui-ci, au plus il va nous indiquer différents plans, différents éléments, on peut le voir ici avec les zébrures qui apparaissent, qui sont, suivant le niveau que vous avez sélectionné, trop haut au niveau de l'intensité lumineuse. Donc c'est intéressant parce que celui-ci est couplé avec d'autres outils, vont vous permettre directement de régler en tout cas ce qui ne doit pas clipper, et en l'occurrence moi je règle toujours celui-ci par rapport aux teintes de peau, ce qui me permet de contrôler mon exposition par rapport au visage de façon parfaite et rapide. En l'occurrence ici avec la petite Blackmagic, le système de Zebra réglé sur 80%, si je commence à avoir
voir des zébrures apparaître dans les visages de mon sujet, eh bien je sais que à partir de cet instant-là, je commence à avoir un peu trop de lumière dans les teintes de peau et ça va en tout cas porter préjudice lors de l'étalonnage. Donc ça c'est aussi intéressant, c'est de régler le niveau de celui-ci par rapport aux des éléments que vous avez envie de contrôler à 100%. Ne le laissez pas à 100%, mettez-vous toujours une marge de sécurité, c'est toujours intéressant, donc au maximum à 90%, n'allez pas forcément plus loin, en tout cas c'est le conseil que moi je vous donne. Et pour savoir comment j'ai réglé celui-ci, on va maintenant enchaîner sur un autre outil que j'adore énormément, qui est les fausses couleurs. Le voici juste ici. Donc le système des fausses couleurs, c'est toujours basé sur l'échelle des IRE, donc de 0 à 100 IRE. Alors on voit ici directement un système gradué de couleurs. Les couleurs varient suivant les marques de moniteur. Donc ici on retrouve le 0 absolu et ici on retrouve le noir absolu et ici on retrouve le blanc absolu. Alors, ce qui est un peu dommage par rapport au Shinobi, contrairement à l'Atomos Ninja 5, c'est que dernièrement, ils ont fait une mise à jour sur l'Atomos Ninja 5, ce qui fait qu'au niveau de l'affichage ici de l'échelle, eh bien, on retrouve aussi les pourcentages, ce qui est intéressant parce que, évidemment, ça permet un meilleur visuel, alors qu'ici, on sait juste estimer que les 50% se trouvent quelque part ici. Alors, pourquoi est-ce que j'adore directement l'outil des fausses couleurs? Eh bien, tout simplement parce que c'est l'outil qui va me permettre d'exposer correctement en tout cas mes teintes de peau. Sur une large plage, on va dire que les teintes de peau doivent s'exposer entre 60 et 70 IRE, en tout cas une teinte de peau comme la mienne par exemple, entre 60 et 70 IRE. Et ici, on va justement avoir un contrôle complet avec l'outil des fausses couleurs parce que suivant justement le niveau de lumière, on va voir, et ici je vais le contrôler en diminuant celle-ci, on voit que les couleurs sont directement en train de changer. On le voit ici. Donc, je vais directement tout surélever et on commence à avoir ici des informations qui sont en rouge, donc qui seraient censées commencer à être perdues. Donc, on le voit directement ici qu'on a un gros éclat de lumière qui est présent et en effet, les informations qui seront ici ne pourront certainement pas en tout cas être récupérées. Donc, c'est intéressant d'avoir cet outil. Alors, cet outil des fausses couleurs, c'est vraiment un outil que j'utilise constamment. Il n'y a pas une seule fois lors d'une interview face caméra où je ne vais pas utiliser l'outil des fausses couleurs. C'est vraiment celui qui me permet d'obtenir le meilleur contrôle au niveau de l'exposition par rapport aux teintes de peau. Donc ça, c'est vraiment de nouveau une priorité à avoir en tout cas dans l'utilisation d'un moniteur externe, c'est avoir la présence des fausses couleurs. On va directement désactiver celui-ci. Donc on va continuer dans les différents outils qui deviennent des outils un peu plus secondaires. On va directement avoir ici l'affichage au niveau des différents ratios. Donc ici on est sur du 2,40, on va passer sur du 2,35, on va avoir du 1,9 et alors vous voyez directement qu'on a les guidelines qui sont ici justement pour nous indiquer les repères. On a du 4 tiers, on a du 1,1, du 5 quarts, on a du 11 neuvième qui est présent par exemple pour les vidéos verticales. Donc c'est-à-dire que si vous devez faire l'interview de quelqu'un mais dont la vidéo risque d'être multiplateforme, donc admettons qu'on vous demande en tout cas d'avoir une vidéo 16 neuvième de base mais qui aura aussi une utilisation en mode vertical pour les réseaux sociaux, eh bien c'est intéressant en tout cas de composer après votre plan pour avoir une utilisation double par après. Donc ces outils sont intéressants. On va avoir ici l'outil au niveau des repères, au niveau des marges, et alors on va avoir la gestion des modes anamorphiques 1.5, 1.33. Ceux-ci sont directement présents dedans. Ça, c'est de nouveau quelque chose d'agréable à avoir parce que c'est vrai, si je prends l'exemple de Sirui, par exemple, qui a sorti trois objectifs, enfin un objectif anamorphique mais sous trois montures, c'est-à-dire monture micro 4 tiers, monture E pour Sony et monture FX pour Fuji, eh bien au niveau donc du X-T3 ou du X-T4, il n'y a pas de gestion de l'affichage de l'anamorphique. Eh bien ici, justement avec ça, je sais avoir mon affichage en temps réel en sélectionnant justement du 1.33 qui correspond justement à cette optique anamorphique. Voilà, ça c'est un peu tous les éléments qu'on peut retrouver dans un moniteur externe. C'est un peu à vous de voir quelle sera votre priorité, quels sont justement les outils dont vous aurez besoin et voir si ceux-ci seront présents dans le moniteur que vous allez choisir.
Je l'ai déjà dit, c'est l'Atomos Shinobi, je vous remets directement son lien dans la description. Pourquoi est-ce que j'avais choisi celui-ci à l'époque? Eh bien tout simplement parce que comme j'ai d'abord possédé l'Atomos Ninja 5, je suis vraiment tombé amoureux de la gestion des menus, je trouve que l'ergonomie est vraiment plaisante. Maintenant, si je prends par exemple un autre moniteur et dont je vous mets aussi le lien dans la description, et malheureusement que je n'ai jamais pris entre les mains, mais dont on m'a souvent parlé et dont il y a quelques éléments que j'adore, ça va être le Feelworld, le F6 Plus. Alors, quels sont les éléments que je vais adorer sur ce moniteur-là? Eh bien, c'est déjà que c'est un moniteur qui va reprendre une entrée et une sortie HDMI. Je vous l'ai dit au début, l'utilité d'avoir celui-ci. On va aussi avoir le fait que c'est un moniteur qui, d'un point de vue alimentation, saura être en alimentation continue par exemple, non pas forcément sur une batterie NPF, mais aussi avec une alimentation en USB-C, donc avec un power bank par exemple, ou tout simplement une batterie externe type VLOC. On va avoir justement la prise en charge de l'alimentation via l'USB-C, mais ça va aussi encore plus loin. Il a aussi une sortie d'alimentation, et ça c'est vraiment bien fait, il a une sortie d'essai en alimentation, ce qui fait que par exemple si vous l'utilisez avec cette petite Blackmagic ou la Pocket 4K et si vous lui mettez une grosse batterie par dessus, eh bien vous alimentez votre moniteur mais vous alimentez aussi votre caméra en même temps. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et pour celles et ceux qui se demandent pourquoi je ne revends pas mon Atomos Shinobi justement pour acquérir ce Feelworld, eh bien c'est tout simplement parce que déjà lorsqu'on vend du matériel on perd un peu d'argent et puis c'est surtout le fait que ici j'ai un affichage jusqu'à 1000 nits, ce qui me permet d'avoir quelque chose d'extrêmement lumineux en extérieur, alors que le Feelworld est sur 500 nits uniquement, et aussi parce que l'ergonomie au niveau des menus est moins plaisante que sur la gamme de chez Atomos. Donc voilà pourquoi je reste avec l'Atomos Shinobi, mais je vous cache pas en tout cas que j'adorerais en tout cas voir une évolution de celui-ci avec une entrée-sortie HDMI et alors une sortie au niveau de l'alimentation et éventuellement cette alimentation continue via par exemple un système d'USB-C. Voilà, je pense un peu avoir fait le tour de tous les éléments à prendre en compte par rapport à un moniteur externe qui ne va pas dépasser les 500 €. Si vous avez les moindres questions ou remarques, n'hésitez pas à me le mettre directement dans les commentaires, je suis là pour ça. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!